Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. J'ai le plaisir de reprendre le cours sur le module physique des semi-conducteurs pour le solaire. Donc chapitre 3, théorie de la conductivité électrique et équation de transport. Donc nous avons déjà traité les deux premiers chapitres sur l'introduction et généralité sur les matériaux semi-conducteurs et théorie des bandes, suivi d'un deuxième chapitre sur les semi-conducteurs à l'équilibre et puisqu'il y avait beaucoup d'absents la dernière fois, je reprends le chapitre 3 sur la théorie de la conductivité électrique et équation de transport. Donc je vous rappelle l'équation de Poisson dans une région non homogène du matériau, qu'on appelle aussi zone de charge-espace, où il y a une densité de charge qui est donnée, comme on a vu précédemment, dans un élément de volume dV, ρ de R égale à Q, N D plus P, moins N à moins N. Donc, je vous rappelle les concentrations de porteurs. P, c'est pour les trous. N, c'est pour les électrons. Les donneurs, ils sont désignés par ND plus, et les accepteurs par N à moins. Si on applique dans cette zone de charge-espace, où il y a une densité qui est différente de 0, si on applique l'équation ou bien le théorème de Gauss, divergence du champ électrique égale à ρ sur epsilon 0, avec E, c'est moins grade de V, on peut aussi soit appliquer divergence de E égale à ρ sur epsilon du semi-conducteur, c'est la constante diélectrique du semi-conducteur, epsilon. Donc, comme on a vu pour la constante diélectrique, ici, pour chaque semi-conducteur, nous, on s'intéresse pour le solaire, donc on va appliquer surtout pour le silicium, qui est covalent. Donc il y a une seule constante diélectrique. Donc on a également l'équation E égale moins grade de V. On obtient l'équation de Poisson, donc, qui est le Laplacien. Le Laplacien, c'est un dérivé second du potentiel, d'accord, en coordonnées cartésiennes, égale à moins Q sur epsilon fois les charges positives moins les charges négatives. Donc, si on écrit cette équation à une dimension, on obtient la dérivée seconde par rapport à x du potentiel est donnée par moins ρ sur epsilon du semi-conducteur. Alors, on voit qu'il y a dans cette zone de charge-espace, en fonction de x, les courbes qui donnent la bande de conduction, la bande d'impureté et la bande de valence vont subir une inflexion. Donc, qui est due à cette équation-là. L'équation de Poisson montre que dans une région neutre, ρ égale 0, l'évolution du potentiel V ne pourra pas être qu'une fonction linéaire. Donc, il y a une dérivée seconde. Également, inversement, dans une charge d'espace, ρ différent de 0, l'évolution du potentiel présente une courbure. Et donc, l'évolution des bandes d'énergie, directement liée à celle du potentiel, va reproduire cette courbure. Donc, nous avons cette équation qui nous donne DEC égale à moins Q de V. Également, même type de courbure, D pour la bande de conduction, pour la bande de valence et pour la bande d'impureté. Donc finalement, si la structure étudiée reste à l'équilibre, au moins selon la direction étudiée X, la statistique de Fermi-Dirac reste applicable et le champ, l'énergie de Fermi, elle est constante en tout point de X, de la zone de charge-espace. Donc on peut appliquer les formules que nous avons précédemment, n de X, sauf qu'on va remplacer la valeur de l'énergie de la bande de conduction en fonction de X. Donc c'est NC de X exponentielle moins EC moins EF sur KT, qu'on peut aussi reprendre ici en faisant attribuer ici moins plus la valeur de la bande de conduction à l'entrée au point x égale 0. Donc ça, c'est le point x égale 0. En fonction de x, lorsqu'il y a une densité différente de 0, les courbes ils vont subir une inflexion. Donc nous avons ici finalement ce fameux NC exponentiel moins EC0 moins EFI, c'est le fameux N0. Donc c'est la valeur de la concentration des électrons au point x égale 0, exponentielle moins EC0 sur KT. Or, on vient de voir que ces différences-là, DEC, c'est égal à moins Q de V. Donc, on peut remplacer ce EC de x moins EC0 par QV. Donc, on obtient
une très belle formule qui nous donne la concentration en un point X en fonction de la concentration au point X égale 0, exponentielle QV sur KT, où N0 est la concentration d'électrons dans la région où EC égale EC0, choisi comme référence, en général, le volume neutre. De la même manière, on peut démontrer pour les trous la même formule similaire. Donc, P au point X est égal à P0 exponentielle moins QV sur KT. Donc, si on fait le produit N de X fois P de X, on retrouve, c'est égal à N0 P0, parce que le QV moins QV, ça va donner exponentielle de 0, c'est 1. Donc, c'est égal à NI au carré. Donc, on a supposé le semi-conducteur à l'équilibre et nous avons toujours cette loi d'action de masse qui reste vérifiée. Donc, maintenant, nous allons parler des mobilités des porteurs libres. Donc, nous avons vu précédemment qu'un électron dans un semi-conducteur, il a une masse qui est différente de l'électron dans le vide. Ceci est dû qu'il se retrouve dans un environnement qui est différent que celui du vide, qui est caractérisé par le semi-conducteur qui est formé soit par deux types d'ions, pour les semi-conducteurs binaires, ou bien les semi-conducteurs covalents comme le silicium, le germanium. Et cette masse effective, il tient compte directement des structures de bandes, comme l'énergie de gap, etc. En plus de la masse effective, les porteurs de charge également sont caractérisés par leur mobilité. Donc, lorsqu'on a un champ électrique est appliqué à un semi-conducteur, chaque porteur subit une force électrostatique, d'accord? C'est en proportion au champ électrique. En plus, une force de frottement de type visqueux qui est opposée de la forme moins F fois FV. Donc l'équation fondamentale de la dynamique qui nous donne F égale M gamma, ou bien le gamma, c'est Q sur la masse effective, le champ électrique, et la force de frottement qui est donnée par ceci. Donc F, c'est la constante de frottement. Donc on peut aussi reprendre en faisant introduire cette nouvelle constante taux de R qui disait le temps moyen entre collisions. Donc ici, voilà, l'accélération elle est proportionnelle à la vitesse d'entraînement. Le facteur c'est 1 sur taux qui est taux, c'est le temps moyen de collision. Si on reprend cette équation fondamentale dynamique en régime permanent, c'est-à-dire pour une accélération égale 0, on obtient que la vitesse d'entraînement des électrons est donnée tout simplement par, donc ça c'est égal à 0, donc la vitesse d'entraînement elle est proportionnelle au champ électrique et la constante de proportionnalité c'est mu, c'est ce qu'on appelle la mobilité. Donc mu c'est égal à moins Q taux sur la masse effective, d'accord? Et ça c'est pour les électrons, donc vous avez une masse, une mobilité qui est négative pour les électrons, Q c'est le fameux charge du proton, c'est le 1,610-19 coulomb, et qui est négative, et la même chose pour les trous, nous avons une mobilité dans le sens du champ électrique, donc la vitesse de déplacement est la même direction que le champ électrique, et vous avez une mobilité qui est positive. Donc ça, c'est en ce qui concerne la mobilité. Donc on peut aussi donner d'autres caractéristiques pour les porteurs de charge et parler de la conductivité dans les semi-conducteurs. Donc, dans les semi-conducteurs, on peut avoir deux types de phénomènes qui assurent la conduction, la conductivité dans le semi-conducteur. Donc soit la conduction en présence d'un champ électrique ou bien la diffusion si on a un gradient de charge qui est différent de 0. Donc si je vous rappelle pour le cours d'électrostatique, la densité de courant est définie comme le flux de charge qui passe par une unité de surface et qui est proportionnel à la vitesse qu'on vient de voir, donc à la vitesse de charge multipliée par la concentration de charge. Pour les électrons, il est donné par moins Qn fois V. Ça, c'est la densité de courant pour les électrons. Pour le trou, c'est égal. Donc ici, si je remplace V par la mobilité, c'est Qn mu n fois E. Donc ça, c'est la densité électronique. La densité des trous, c'est Qp fois la mobilité des trous fois E. Donc, on voit que la densité du courant, elle est proportionnelle au champ électrique. La constante de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la conductivité. Donc la conductivité sigma pour les électrons et sigma p pour les trous est définie comme le coefficient de proportionnalité entre la densité de courant et le champ électrique. Dans le cas d'une conduction par les électrons et par le trou, ce qui est le cas du semi-conducteur, donc le transport dans un semi-conducteur, vous avez la bande de conduction qui est en haut, la bande de valence en bas, et lorsque l'électron transite de la bande de valence vers la bande de conduction, il laisse derrière lui un trou.
Donc le transport il est assuré par les deux types de porteurs, à savoir les électrons et le trou. Donc la densité de courant total, c'est la somme. Donc on a une sigma totale avec sigma n et sigma p. Ici, on préfère par convention prendre un module positif. Donc sigma, c'est une grandeur positive. Elle est proportionnelle à la durée de vie, à la masse effective. La même chose pour les trous. Donc, quand on parle de la conduction dans un semi-conducteur, je répète, il est assuré en même temps par les électrons et par le trou, et il dépend des durées de vie et des masses effectives et des concentrations. On peut également définir la résistivité qui est l'inverse de la conductivité. Donc sigma n pour les électrons, c'est 1 sur rho n, c'est 1 sur sigma n. La même chose pour les trous. Donc sigma p est égal à 1, rho p égale 1 sur sigma p. Donc ça, c'est la première partie de, comme on vient de dire, dans le semi-conducteur, il y a deux types de phénomènes qui assurent la conduction, à savoir la conduction et la diffusion. Donc on vient de parler de la conduction. Donc ici, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que la conduction elle est assurée lorsqu'il y a la présence d'un champ électrique. Donc lorsqu'il y a un champ électrique, comme j'ai des charges électriques, donc il y a un mouvement qui est assuré par l'action du champ électrique. Maintenant, si j'ai un gradient de charge, donc gradient de n qui est différent de 0, donc il y a une concentration plus importante dans une région d'espace par rapport à une autre, donc il y a l'apparition d'un gradient de porteur dans un semi-conducteur non homogène, ou lors d'une excitation locale, nous avons un flux de ces porteurs dans le sens inverse de ce gradient. Donc, il y a la loi de Fick qui nous donne le flux, c'est proportionnel au gradient. Avec D, c'est la constante de proportionnalité, donc ici dn. Donc le flux de porteurs, nombre de porteurs qui traversent par unité de temps une surface unité est proportionnel à la variation spatiale de leur densité, où dnp est le coefficient de diffusion des électrons, également des trous. Donc le courant de diffusion s'écrit comme Q fois dn le grade de n. Q, donc c'est moins Q fois le flux. Donc ici, le moins par le moins, ça donne un signe plus. Q dn grade de n. La même chose pour les trous, c'est moins Q dp grade de p. Alors, en conclusion, si nous avons un gradient qui est différent de 0, en plus d'un champ électrique, nous avons la densité de courant des électrons en prenant en compte et la diffusion et la conduction électrique. C'est-à-dire que nous avons un courant total qui est la somme du courant de conduction plus le courant de diffusion. Donc nous avons Q, c'est N, la valeur absolue de la mobilité, fois E, plus dN, le gradient. Donc il y a deux types de contributions, la même chose pour les trous. Alors, il y a un petit calcul très simple qui nous permet de fixer la valeur de la constante coefficient de diffusion, c'est ce qu'on appelle la relation d'Einstein. Donc, Einstein il avait obtenu le prix Nobel, non pas pour la relativité restreinte, mais pour le mouvement brownien, et il avait démontré, je crois, le premier, cette formule qui nous donne la relation entre le coefficient de diffusion et la mobilité. Donc, pour un semi-conducteur, il a fait non pas pour un semi-conducteur, mais pour le mouvement brownien dans un liquide. Donc, pour un semi-conducteur non dégénéré, le coefficient de diffusion des électrons et des trous est donné par la relation d'Einstein. Donc, D égale à 4T sur Q fois mu. Donc, également, qu'on peut appliquer respectivement et pour les électrons et pour les trous. Donc, ici, je vous rappelle ce qui se passe en général pour un semi-conducteur. Il y a d'abord la création de la paire électron-trou. Donc, lorsque, par exemple, j'envoie un photon sur un semi-conducteur, donc il y a la bande de valence, le sommet de la bande de valence qui est entièrement rempli, et le minimum de la bande de conduction, donc j'ai une bande de conduction entièrement vide. Avec l'absorption du photon, l'électron il peut transiter de la bande de valence vers la bande d'électrons. Donc la paire électron-trou, c'est ce qu'on appelle un excitant. Normalement, ils ne sont pas libérés. Donc, lorsqu'on parle de l'application pour l'énergie solaire, ça veut dire qu'on peut transformer chaque photon en électron. Donc chaque photon, il doit être absorbé. Pour qu'il soit absorbé, une première condition, c'est que l'énergie du photon doit être supérieure à l'énergie du gap. Donc H nu, qui est égal aussi à Hc sur lambda, doit être supérieur à l'énergie du gap. Donc on doit avoir une longueur d'onde plus petite que Hc sur le gap,
ou bien, si on remplace le gap en électron-volt, c'est 1,24 sur EG. Donc ça, c'est une première condition. Pour qu'il y ait absorption, il faut que l'énergie du photon doit être supérieure à l'énergie du gap. Ensuite, il faut pouvoir séparer ces charges. Donc ça, on va discuter plus loin. Comment séparer ces charges? Parce qu'ils ont tendance à se recombiner. Donc quand on va créer une paire électron-trou, ils ont également tendance, des fois, à se recombiner. Donc le photovoltaïque, c'est la transformation de l'énergie solaire en électricité, mais aussi le même type de matériaux semi-conducteurs qu'on a cité ici, ils peuvent intéresser aussi pour l'éclairage. Donc l'éclairage, c'est la transformation de l'énergie électrique en photons. Donc c'est bien de produire de l'énergie propre, comme transformer l'énergie solaire en électricité, mais aussi c'est bien aussi de réfléchir comment ne pas consommer d'énergie et fabriquer des ampoules, par exemple LED à basse consommation. Donc si je regarde ici sur toute la gamme des semi-conducteurs qui nous intéressent ici, inorganiques, donc vous avez les semi-conducteurs covalents comme le silicium-germanium, vous avez les silicium binaires qui sont formés par deux types d'atomes, d'accord, comme GAS. Vous avez également des semi-conducteurs formés par trois atomes, donc ici ternaire, et vous avez ici le spectre du Soleil. Le Soleil, c'est quoi? Le Soleil, c'est beaucoup d'infrarouge, tout le visible et des UV. Donc on doit transformer toute cette région de photons en électricité. C'est-à-dire que si je regarde en énergie de gap, je dois pouvoir absorber tous ces photons-là. Donc par exemple, c'est pourquoi des semi-conducteurs qui sont appropriés pour le solaire, c'est le silicium, le GAS. Le silicium, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est disponible et on connaît très bien la microélectronique qui est derrière. Et le GAS aussi, il est très intéressant parce qu'ils ont des gaps qui sont convenables. Donc tous les photons qui sont ici peuvent être absorbés, qui ont une énergie plus grande que le gap. Ici, c'est le gap. Donc tous ces photons-là peuvent être absorbés et transformés en électrons. Le silicium, il n'est pas cher, mais le rendement, il est basse. Donc c'est des applications terrestres. Quand vous allez acheter des panneaux solaires chez les commerçants ici, par exemple à Fès, vous allez trouver surtout du silicium, polycristallin, monocristallin ou bien amorphe. Et le GAS, il est un peu plus cher. Il est retenu pour les applications spatiales, mais également pour le photovoltaïque à concentration, le CPV. Donc, là, je vous donne une échelle en énergie croissante, H nu, d'accord? Et ça, c'est le lambda, c'est l'inverse. Le lambda, le nu, c'est C sur lambda. D'accord? C'est une échelle inverse. Donc ça, c'est une première condition. Donc on définit un temps de génération de porteurs pour les électrons et GP pour les trous. Donc ça, c'est pour les créations. On peut aussi, pour les besoins de calcul, ici définir ce qu'on appelle un quasi-niveau de Fermi. Donc si on envoie de la lumière sur un semi-conducteur, les niveaux de Fermi vont se déplacer également. Donc si on a un barreau de silicium, par exemple, dopé N, donc nous avons déjà discuté comment faire le dopage, on a ainsi une augmentation de densité d'électrons et de trous. Que doit faire le niveau de Fermi? Il y a ainsi l'apparition d'un niveau de Fermi pour les électrons, un nouveau niveau de Fermi, et d'un autre pour les trous. C'est ce que nous appellerons les quasi-niveaux de Fermi. Donc vous avez le niveau de Fermi intrinsèque pour un semi-conducteur pur, qui n'existe pas d'ailleurs, mais on parle de pur, c'est-à-dire qui contient très très peu d'impuretés. Donc c'est ça ce que veut dire pur, qui est situé en grande partie vers le milieu du gap, donc c'est EC plus UV sur 2, et vous avez ici le quasi-niveau de Fermi qu'on va utiliser pour les besoins de calcul. Donc ici, en présence de la lumière, je suis hors d'équilibre, et vous avez de nouvelles probabilités pour les électrons. On va remplacer tout simplement le niveau de Fermi ici par le quasi-niveau de Fermi dans les formules. Et on obtient des formules similaires. Donc il y a N, c'est NI exponentielle EFN, donc on obtient EFN moins EFI sur KT. La même chose pour la concentration des trous, c'est NI exponentielle EFP moins EFI sur KT. Donc si je refais le calcul, par exemple si je fais le produit N fois P, on obtient NI au carré et la différence EFN moins EFP. EFN moins EFP, donc ici c'est différent de NI au carré. Donc le produit n'est plus égal à NI au carré, comme à l'équilibre, la loi d'action de masse n'est plus respectée. L'utilisation des quasi de niveau de Fermi de simplifier par exemple l'expression du courant total. Donc on obtient
ici après un petit calcul, que le courant total est proportionnel à le gradient de EFN. La même chose pour les trous. La concentration, la densité du courant pour les trous, elle est proportionnelle au gradient de EFP. Et là, vous avez dans vos notes que j'ai déjà distribuées, donc vous avez un petit calcul qui va donner ici la concentration, ici, ces formules-là qui sont démontrées en détail ici. Alors, donc, pour terminer ce chapitre, nous allons parler de la théorie de la conductivité électrique et équation de transport. Donc, nous avons parlé de la génération, donc qui rentre en compétition avec la recombinaison. Donc, pour la recombinaison et durée de vie du porteur, donc, recombinaison directe bande à bande. L'électron passe de la bande de conduction à la bande de valence. Donc, rappelez-vous, on va créer ici une paire électron-tour ou bien ce qu'on appelle un excitant, mais ils peuvent se recombiner. C'est ce qu'on appelle une transition bande à bande, verticale, pour un semi-conducteur à gap direct. Vous pouvez avoir ici une transition bande à bande, ou bien indirecte. L'électron passe de la bande de conduction à un niveau d'énergie d'une impureté agissant comme centre de recombinaison et situé dans la bande interdite, puis il sera réémis vers la bande de valence. Donc il va se reposer quelque temps dans cette bande impureté. Cette étape peut aussi être décrite de façon équivalente comme la capture par le centre en recombinant d'un trou de la bande de valence. Donc ça c'est indirect. Ou bien lorsque aussi on parle de, il ne faut pas mélanger avec gap direct, gap indirect. Donc le silicium il a un gap indirect. Malgré ceci, il est utilisé en photovoltaïque. C'est le premier semi-conducteur utilisé en photovoltaïque. On a vu pourquoi, parce qu'il n'est pas cher et là, on connaît très bien la technologie du silicium. Il y a aussi, on peut séparer ces transitions en radiatives, non radiatives. Radiative lorsque l'énergie de recombinaison est cédée sous forme de lumineuse, un photon. Non radiative, l'énergie cédée sous forme de phonon. Vibration de réseau ou un autre électron libre. Donc, pour le photovoltaïque, on essaye d'éviter ces émissions non radiatives parce qu'ils vont chauffer le semi-conducteur. Donc, le taux de recombinaison, il peut être défini aussi comme la variation des concentrations par rapport à la durée de vie. Donc, on définit ce taux de recombinaison comme ce rapport-là. Pour les électrons, on va définir Rn et Rp pour les trous. Alors, lorsque j'ai une recombinaison directe, donc l'électron, il va transiter de la bande de conduction vers la bande de conduction. Il y a disparition simultanée de paires électrons-trous, et à tout instant, l'intensité de la recombinaison est proportionnelle au nombre d'électrons, N d'électrons, et au nombre de trous. Donc, ce facteur-là, il est proportionnel au produit N fois P. D'accord? Avec une constante de procession CR, moins la génération thermique. Donc on peut aussi avoir création. Donc il y a des recombinaisons, mais on peut avoir cette création, par exemple, par effet de la température. Donc, si je suis à l'équilibre, j'ai NT égale N0, PT égale P0. Donc delta N égale delta P égale 0. Donc R égale 0. Et par conséquent, j'ai ce coefficient de constante de génération thermique qui est égal à CR fois N0 par P0. Donc finalement, j'ai un taux de recombinaison qui est donné par CR, une constante NP moins NI au carré. Donc ici, on va discuter cette équation-là pour voir un petit peu les cas limites. Donc j'ai cette formule-là. Si NP est plus grand que NI au carré, nous avons des porteurs en excès, R est positif, il y a recombinaison des porteurs en excès. Par contre, si NP est plus petit que NI au carré, défaut de porteurs, voire, par exemple, le cas d'une zone désertée, on a une combinaison négative, c'est-à-dire une création par génération thermique de porteurs. Dans les deux cas, ici, on peut estimer que le semi-conducteur réagit pour provoquer un retour à l'équilibre. On peut remplacer le N par N0 plus delta N et on a une nouvelle formule qui est donnée par ceci. Donc, voici en résumé les différentes combinaisons à voir. L'état d'impureté dans le gap. Nous avons vu comment représenter ces états dans le gap. Pour les donneurs, c'est des états qui sont proches de la bande de conduction, qu'on appelle d'impureté peu profonde, c'est-à-dire que l'énergie d'ionisation est très petite. Et les états accepteurs, ils sont proches de la bande de valence. Donc on peut avoir soit le premier mécanisme, ici, capture d'un électron, on parle de section efficace de capture, d'accord?
ou bien l'émission d'un électron, section efficace de photoionisation, donc de l'état d'impureté vers la bande de conduction. Par exemple, si j'envoie un photon d'une certaine énergie, il peut être absorbé, et l'électron lié à l'impureté donneur peut être donné au semi-conducteur. On peut avoir aussi capture d'un trou, ou bien émission d'un trou. On peut avoir ici ce qu'on vient de discuter, recombinaison indirecte, ou bien piégeage d'électrons. Et finalement, piégeage de trous. Donc voici la formule générale qu'on peut discuter. On montre que le taux de recombinaison est donné par cette formule. Je vous invite à réfléchir un petit peu pour essayer de démontrer cette formule. Et cette expression se simplifie dans deux cas spécifiques. Par exemple, si j'ai NP très négligeable devant NI au carré, c'est-à-dire le produit NP négligeable devant NI au carré, alors le taux de recombinaison peut être donné par moins NI sur 2 taux 0. Également, pour un semi-conducteur dopé, par exemple de type N, on peut avoir un R qui est de l'ordre de delta P sur taux 0. Cn et Cp sont les coefficients de capture, Nr est la concentration des centres de recombinaison. Donc, le dernier slide, il porte sur l'équation générale de continuité. Donc, pour analyser complètement tous les phénomènes cités, il faut disposer d'un ensemble d'équations décrivant l'équation des concentrations des porteurs de la charge électrique, l'équation de continuité ou équation de conservation de charge de type de porteur, c'est une équation locale, valable en chaque point du semi-conducteur et à chaque instant. Donc, génération, moins recombinaison, et si j'ai un phénomène de transport, divergence de la densité de courant. Ça, c'est pour les électrons, une équation similaire pour les trous. Donc voilà, je vous remercie, et la fois prochaine, on va appliquer tout ce formalisme pour les jonctions PN, et je vous remercie pour vos efforts et vos conditions pour réussir cette période difficile, pour réussir vos études, et je vous souhaite plein de chance. Je vous remercie.